se prononcera sur les résultats définitifs du scrutin du 5 août dernier, et ce après que les amendements proposés aient été adoptés par les Mauritaniens, et c'est la CENI qui a publié ces résultats 24 heures après la fin du scrutin. Il s'agit de la dernière étape avant la promulgation. Votre émission Zoom Sur a le plaisir de recevoir sur son plateau ce soir M. Abdoulaye Amadoussi, qui est député IPR, Union pour la République, et M. Ahmed Amarjan, qui est député de l'UIM, et M. Mohamed Oulhanin, qui est secrétaire général adjoint de l'IPR. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, j'ai envie de vous poser la question de savoir qu'attendez-vous, monsieur, de la Cour constitutionnelle demain. Merci Yadali pour cette opportunité que vous nous offrez. Je vous en prie. De nous adresser au peuple mauritanien. Après, bien entendu, le verdict des urnes, le peuple a tranché. C'est le seul arbitre, il a tranché. Et le oui l'a emporté massivement. Et le Conseil constitutionnel va demain se prononcer sur le résultat. Ça va entériner, bien entendu, ce verdict des urnes, c'est évident. Donc nous nous félicitons de ce processus qui est à son terme. J'aimerais au passage adresser mes félicitations les plus sincères au peuple mauritanien qui a fait preuve de maturité, de grandeur et qui s'est déplacé massivement pour effectivement voter pour ces amendements constitutionnels. Je ne veux pas être long parce que j'ai des amis aussi qui vont... Vous aurez sans doute l'occasion de... Merci M. Dali. À mon tour, je vous remercie pour cette invitation. Merci. Pour ce plateau de Zoom Sur. Je profite de l'occasion pour féliciter le peuple mauritanien pour sa maturité, son intelligence et surtout son amour de la patrie. Les analystes pessimistes disaient à la veille des élections que le 5 août va être le jour des plus grands dangers en Mauritanie. Le peuple mauritanien a démontré le contraire. À cette occasion, je réitère mes félicitations au peuple mauritanien, à tous les acteurs qui ont participé en tout cas à ce processus, qui ont permis à sa réussite, et la presse qui a accompagné le processus du début à la fin, la société civile et la CENI qui a fait un travail remarquable, il faut le dire, en laps de temps. Certains disaient que la CENI ne serait pas en mesure d'organiser des élections pendant cette période. Elle a démontré le contraire et elle a fait un temps record pour prononcer les résultats qui aujourd'hui sont entre les mains de la CENI, de la Cour constitutionnelle, qui certainement va en tout cas voir tirer les conséquences et prendre la décision finale, les entériner. Et j'espère que tout le monde doit en ce moment-là accepter le verdict de la Cour constitutionnelle pour que la Mauritanie continue, pour que la paix s'installe, la stabilité politique s'installe dans notre pays. Monsieur Mohamed. Merci, Monsieur Yadali. Je voudrais d'abord vous remercier de cette opportunité que vous nous offrez ce soir pour discuter de certaines questions aussi importantes. De prime abord, je voudrais féliciter et remercier le peuple mauritanien à l'instar des honorables députés, les féliciter pour avoir fait preuve de maturité, mais pour avoir également fait preuve de loyauté, pour avoir fait preuve de loyauté, parce que le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, a beaucoup fait pour la Mauritanie. Tous les chantiers qui raffermissent le développement économique et social étaient la preuve irréfutable
que le peuple mauritanien serait au rendez-vous et qu'il répondrait à l'appel de la patrie. À l'appel de la patrie à travers une réponse massive et positive à travers le oui à ce référendum qui, comme nous le savons tous, constitue quand même un jalon fondamental de nature à raffermir déjà ce qui est fait pour la Mauritanie, à redorer les différents projets de développement qui ont été faits et dont bénéficient tous les citoyens mauritaniens. Mais surtout, c'est pour ouvrir très grandes les portes devant les perspectives et devant l'horizon des réalisations en faveur du citoyen mauritanien. Le citoyen mauritanien, malgré ce que certains estiment, est très loin d'être dupe. Il réalise parfaitement là où se trouve son intérêt, là où il y a une volonté farouche à améliorer son niveau de vie. قبل افتتاح الجلسة، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل افتتاح الجلسة أود أن أرحب برؤساء وأعضاء المجلس الدستوري السابقين الذين كرسوا من خلال قراراتهم واستشاراتهم وعملهم الغضائي الرشيد والبناء إبناء دولة القانون في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. السادة الرؤساء وأعضاء المجلس الدستوري السابقين، أن حضوركم لهذه الجلسة يعطي قيمة إضافية ودفعا لا يستهان به لهذه الهيئة الدستورية التي كان لكم الشرف أن أشرفتم على خطواتها الأولى. كما أرحب بالصحافة الوطنية والدولية على الموجودة في هذه القاعة. بعد انصرام آجال الطعون واعتمادا على المادة 85 من الدستور والمادة 51 من الأمر القانوني رقم 4/92 الصادر بتاريخ 18/2/92 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري، أعلن على بركة الله انعقاد جلسة المجلس الدستوري المخصصة لإعلان النتائج النهائية لاستفتاء الدستوري الذي جرى بتاريخ 5 أغسطس 2017. قرار رقم 3/2007/2017 استفتاء ميم دال. إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على دستور 20 يوليو 91/900 المعدل وخاصة المادة 85 منه، وبعد الاطلاع على الأمر القانوني رقم 4/92 الصادر بتاريخ 18/2/92 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة مواده 46 47 48 49 50 51. وبعد الاطلاع
على القانون النظامي رقم 27/2012 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وبعد الاطلاع على القانون النظامي رقم 22/2009 المعدل الصادر بتاريخ 12 إبريل 2009 الذي يحدد الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84/2012 الصادر بتاريخ 6 دجنبر 2012 المحدد لترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82/2017 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2017 القاضي بتأجيل الاستفتاء الدستوري الذي كان مقررا يوم 15 يوليو 2017 واستفتاء هيئة الناخبين يوم 5 قشت 2017. نعم واستدعاء هيئة الناخبين يوم 5 قشت 2017. وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيدة مريم ديلول سيغا المسجلة على اللائحة الانتخابية لبلدية المناء ولاية نواكشوط الجنوبية والواصلة إلى المجلس بتاريخ 11 قشت 2017 والمسجلة تحت رقم 395 والتي تطلب فيها العارضة من المجلس الدستوري التصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 قشت 2017 وإلغاء كل ما ترتب عنها أو تأسس عليها. وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيد وجاه الأدهم المسجل على اللائحة الانتخابية في قرية أزوقي بلدية عين أهل القطايع ولاية أدرار الواصلة إلى المجلس بتاريخ 11 قشت 2017 والمسجلة تحت رقم 396 والتي يطلب فيها من المجلس التصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 قشت 2017 وإلغاء كل ما ترتب عنها وتأسس عليها. وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيد إبراهيم جدو مبارك المسجل على اللائحة الانتخابية ببلدية توجنين ولاية نواكشوط الشمالية الواصلة إلى المجلس بتاريخ 14 أغسطس 2017 والمسجلة تحت رقم 397 والتي يطلب فيها من المجلس تصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 قشت 2017 وإلغاء كل ما ترتب عنها وتأسس عليها. وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيد حماد الزين العابدين الشيخ المصطفى المسجل على اللائحة الانتخابية ببلدية دار النعيم ولاية نواكشوط الشمالية الواصلة للمجلس بتاريخ 14 قشت 2017 والمسجلة تحت رقم 398 والتي يطلب فيها من المجلس التصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 قشت 2017 وإلغاء كل ما ترتب عنها وتأسس عليها. وبعد الاطلاع على العريضة الموجهة إلى المجلس الدستوري من طرف السيد محمد يحيى محمد يوسف المسجل على اللائحة الانتخابية ببلدية المناء ولاية نواكشوط الجنوبية الواصلة إلى المجلس بتاريخ 14 قشت 2017 والمسجلة تحت رقم 399 والتي يطلب فيها من المجلس التصريح ببطلان كافة عمليات الاستفتاء التي جرت يوم 5 قشت 2017 وإلغاء كل ما ترتب عنها
أو تأسس عليها، وحيث إن العارضين لم يقدموا للمجلس مبررات موضوعية أو قانونية تبرر طلباتهم، مما يترتب عليه رفض هذه الطلبات. وبعد الاطلاع على المداولة رقم 58/2017 الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 أغسطس 2017 المتعلقة بالإعلان المؤقت عن نتائج الاستفتاء الدستوري الذي جرى يوم 5 أغسطس 2017 والمحالة إلى المجلس الدستوري بالرسالة رقم 183/2017 الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 أغسطس 2017. وبعد الاطلاع على المحاضر مركزة النتائج المؤقتة على مستوى المقاطعات ومكاتب الدوائر الانتخابية في إفريقيا وأوروبا وآسيا بالنسبة للموريتانيين المقيمين في الخارج، والمحالة إلى المجلس الدستوري بالرسالة رقم 184/2017 الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 أغسطس 2017. وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة لمكاتب التصويت في عموم التراب الوطني ومكاتب تصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج، والمحالة إلى المجلس بالرسالة رقم 192/2017 الصادرة بتاريخ 10 أغسطس 2017 عن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات. وبعد الاطلاع على المحاضر المركزية لتصويت الدوائر الانتخابية المقدمة من طرف القضاة الممثلين للمجلس الدستوري في عملية الاستفتاء على مستوى كل دائرة انتخابية وتدقيقها وتمحيصها ومقارنتها بالنتائج التي وردت من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد الاستماع إلى المقرر، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد مراعاة ما تجب مراعاته، فإن المجلس الدستوري يقرر. المادة الأولى: رفض طلبات السادة مريم ديلول سيقا، وجاه الأدهم، إبراهيم جلو مبارك، حماد زين العابدين الشيخ المصطفى، ومحمد يحيى ومحمد يوسف لعدم تأسيسها. المادة 2: إن الاستفتاء الدستوري الذي جرى يوم 5 أغسطس 2017 حول مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتعلق بمراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 91 و900 والف المعدل، وحول المشروع القانوني الدستوري الآخر المتضمن مراجعة بعض ترتيبات الدستور 20 يوليو 91 و900 والف المعدل، قد أسفرت على التوالي عن النتائج النهائية التالية. أولاً، مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 91 و900 والف. المسجلون 1,389,092. المصوتون 745,075. نسبة المشاركة 53.67%. البطاقات اللاغية 64,350. الأصوات المعبر عنها 681,222. نعم 582,991، أي النسبة المئوية 85.86%.
58%. نعم 582,591. حيادي 29,871. النسبة 4.38%. لا 68,360. النسبة المئوية 10.03%. ثانيا مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام الدستور 20 يوليو 91 و900 والف المعدل. المسجلون 1,389,092. المصوتون 746,756. نسبة المشاركة 53.76%. البطاقات اللاغية 76,044. الأصوات المعبر عنها 670,712. نعم 584,789. النسبة المئوية 85.70%. حيادي 29,161. النسبة المئوية 4.35%. لا 66,762. النسبة المئوية 9.95%. المادة الثانية المادة الثالثة يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وهكذا تمت مداولته من طرف المجلس الدستوري في جلسته يوم 15 أغسطس 2017 التي حضرها السادة الأستاذ صغير المبارك رئيسا والأعضاء، الأستاذ سيد أحمد لبات، الأستاذ عابدين والتغي، الأستاذ محمد يسلم والمحمد الأمين، الأستاذ بؤ والمبارك، السيد كويتا بامريم، الأستاذ الولي واللعلي سال والطنجي، السيد يحيى والمحمد محمود، والسيد أمد أبو بكر باء. والله ولي التوفيق. ورفعت الجلسة. Sous-régional, au niveau régional et au niveau international. Consciente des enjeux liés au lendemain de la Mauritanie, le peuple mauritanien, mature qu'il est, très conscient des enjeux, a répondu effectivement par un oui massif à ce référendum. Par rapport au second volet de votre question, ce qui nous réconforte tous ici, c'est
D'abord, la bonne démocratie qui prévaut au niveau de notre pays. Il y a eu une consultation référendaire sur la base de dispositions constitutionnelles très claires. Le peuple mauritanien a rendu son verdict. Tout naturellement, la démocratie fait que toutes les institutions constitutionnelles joueront pleinement leur rôle en observation de la législation et du droit. C'est bien entendu, mais je vais reformuler ma question. Est-ce que vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des surprises? Ne craignez-vous pas que demain, s'il y a des recours qui ont été déposés par des citoyens ordinaires, ne craignez-vous pas que demain, la Cour constitutionnelle, en se basant sur ces recours, puisse prononcer un verdict qui n'est pas celui que vous attendez? Bon, de toute façon, on ne peut pas présager des résultats du Conseil constitutionnel. Si cela se produit, ça démontrerait la vitalité de notre démocratie. Si cela se produit, ce que vous craignez, si cela se produit, ça démontrerait la vitalité de notre démocratie. Mais moi, personnellement, je reste convaincu que les élections se sont déroulées dans les conditions de clarté, dans les règles de l'art. Je ne peux pas être surpris par une autre décision que celle de valider ces résultats. Parce que j'ai été sur le terrain, j'ai mené campagne tambour battant, j'ai sensibilisé, et le jour du vote, les militants, les citoyens sont sortis et ont voté dans les conditions meilleures. En tout cas, ce qui est à l'intérieur. Bon, à Nouakchott, il y a eu peut-être des cas qui ont conduit tout simplement certains à avoir peur de sortir. Parce qu'on a brandi que le 5, ce serait du sang va être versé, etc., etc. Certains ont eu peur à Nouakchott. Parce que vous êtes député. Moi, je suis député de Mbagne. À l'intérieur. À l'intérieur. C'est ça. Et nous avons mené campagne avec la majorité présidentielle et les partis de l'opposition dialoguistes, notamment le WIAM et l'APP et l'Arc-en-Ciel. Nous avons mené campagne ensemble, main dans la main, et nous avons sensibilisé les citoyens parce qu'il y avait un amalgame et une confusion, il faut le dire. Les gens ont fait circuler l'idée que ce référendum, c'est pour un troisième mandat du chef de l'État, alors qu'il n'en a jamais été question dans les amendements constitutionnels. Donc certains, parce que nous sommes dans un pays où une bonne partie est illettrée, les gens ne savent pas lire, ils ne peuvent pas lire les amendements, ce qu'ils croient, c'est ce qu'on leur dit. Donc le premier qui vient leur dire, bon voilà, si vous votez ça, vous êtes fichu, le président cherche un troisième mandat. Quand nous sommes descendus sur le terrain, nous avons tout simplement fait comprendre à nos citoyens que ça c'est un faux message. Les amendements sont clairs. Ce qui est contenu, c'est ce qui a été accepté pendant le dialogue. Il n'y a pas de troisième mandat, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, ne versons pas dans la confusion et dans l'amalgame. Et alors, les gens ont compris. Et le 5, les gens se sont déplacés, ont voté librement. Dans certains bureaux, il y a des gens qui, par conviction, ont voté non. Mais l'écrasante majorité a voté pour le oui. Moi, j'étais dans des bureaux où le taux de participation avoisinait 85%. Le taux de participation dans la commune de Mbagne et Bagoudine et Niabina. Et où le oui l'a emporté à plus de 80%, 80-85%. Donc c'est pour dire tout simplement que je n'ai pas vu d'irrégularité. Et ceux qui ont déposé des recours n'étaient pas parfois représentés dans les bureaux. Parce que ça donnerait plus de crédit si ces gens étaient représentés dans les bureaux ou s'ils ont observé pendant le 5 des irrégularités, mais on ne peut pas se réveiller un jour et écrire, bon voilà, il y a eu des irrégularités alors que vous n'êtes pas dans les bureaux, comment vous allez constater ces irrégularités? Donc moi, je reste convaincu que le Conseil constitutionnel, demain, va tout simplement valider et donner un avis favorable pour les résultats qui sont proclamés 24 heures après les élections par la CENI. Je reste quand même convaincu. Monsieur Jan? Oui, moi je crois que je ne suis pas parmi ceux qui pensent qu'il y aura une surprise, parce que c'est le peuple qui s'est prononcé.
si maintenant la Cour constitutionnelle a été saisie de preuves palpables, justifiées, qui prouvent que ces élections sont irrégulières, eh bien, on s'en tiendra en tout cas à sa décision. Mais c'est ce que je ne pense pas. Et c'est d'ailleurs plus judicieux que ces gens-là qui ont introduit des recours soient dans la course. Ils vont participer, pourquoi pas, après leurs militants à voter le non. C'est là où ça sera plus beau. Mais s'abstenir ou boycotter, puis venir déposer des recours, je n'ai pas compris. Je ne suis pas un juriste, mais est-ce qu'ils sont boycottistes? Ils n'ont pas participé. Ils ont la raison peut-être. Et donc je crois qu'il serait difficile en tout cas de pouvoir justifier qu'il y a eu des fraudes qui peuvent remettre en cause ces consultations. Ouais. C'est mon point de vue. Bien, M. Deli, naturellement, je ne peux pas présager d'une haute institution constitutionnelle telle que le Conseil constitutionnel. C'est un arbitre indépendant qui observe et applique le droit. En tant que tel, il est au-dessus de toute considération. Et c'est parce que justement, il est question de droit, d'observation et d'application de droit, que, à mon avis, à l'avis de chaque citoyen, des citoyens reculés dans les plus lointains endroits, dans les capitales régionales, à l'extérieur du pays, le verdict populaire était là. Cela sera certainement pris en compte, comme seront pris en compte également tous les recours éventuels qui auraient été faits. Je reste rassurant et je reste rassuré que le Conseil constitutionnel prendra la mesure idoine. Il est le plus indiqué pour la prendre et je suis sûr, je reste confiant que la volonté du peuple, que le verdict du peuple sera pris en considération et l'institution compétente tranchera au vu du droit et de la justice. Donc, strictement, à mon avis, il n'est absolument pas question de surprise quelconque et je reste surtout confiant par rapport à la volonté du peuple mauritanien. La volonté du peuple mauritanien, elle est pour le développement, elle est pour des projets structurants, elle est pour un lendemain meilleur, elle est pour la création de toutes les conditions idoines de développement pour la génération de demain. Pour les jeunes d'aujourd'hui, donc, nous restons tous confiants dans la décision qui sera prise à cet égard. Vous venez de l'évoquer tout de suite, l'un de vous l'a évoqué, quelqu'un me disait tout de suite au cours du débat qu'il sera surpris de voir d'autres personnes déposer des recours. Alors comment expliquez-vous qu'un parti qui avait participé à ce scrutin, à cette élection, en l'occurrence le parti Convergence démocratique de l'ICA, n'a pas déposé de recours? Comment expliquez-vous cela? Il n'a pas déposé un recours. C'est tout le paradoxe de ces recours. Effectivement, la Convergence démocratique de Maître Mahfoudou Betta a participé, a fait campagne, a eu un temps d'antenne. Et si ce parti qui a des représentants dans certains bureaux n'a pas eu à déposer des recours, je me demande comment un parti qui a boycotté ou qui a prôné le refus de participer, comment un tel parti pourrait dire que c'est entaché de fraude ou non. Donc moi, je dis que il est temps que notre opposition se ressaisisse un peu. Nous avons la chance d'avoir un peuple extrêmement pacifique, extrêmement intelligent. Et malheureusement,
cette attitude nihiliste de l'opposition ne nous avance pas. On ne peut pas dire que c'est blanc ou rouge. On doit avoir une attitude beaucoup plus conciliante. Nous qui sommes de la majorité présidentielle, nous ne pouvons pas prétendre que tout a été fait, que tout est rose. Il y a des insuffisances, c'est certain, comme toute œuvre humaine. Il y a des insuffisances. On l'accepte volontiers. Mais dire que rien n'a été fait, ça c'est du nihilisme pur et dur et ça ne nous avance pas. Nous sommes prêts à discuter avec l'opposition dans un débat pour mettre carte sur table ce qui a été fait, pour qu'ils nous montrent les insuffisances. Nous sommes prêts à les accepter, mais nous ne pouvons pas concevoir que dans un pays comme le nôtre, et qui a une histoire très courte, nous sommes indépendants seulement en 1960, mais qu'est-ce qui a été fait entre 2009 et 2017 ? 8 ans que le président de la République est aux commandes. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu de très grandes réalisations. Donc, nous ne pouvons pas dire que tout a été fait par le président de la République, par son gouvernement, par le régime. Il y a eu des réalisations avant, mais les réalisations qui ont été faites entre 2009 et 2017 sont extrêmement importantes, plus importantes que celles qui ont été faites entre 2009 et 1960. Tout simplement, nous ne défendons pas le diable, nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs, nous ne disons pas que ce que nous avons fait c'est largement suffisant. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de volets, beaucoup de chantiers encore à faire. La Mauritanie est un chantier et il faut continuer. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que des gens adoptent une attitude nihiliste. Bon, donc, pour revenir à votre question plus spécialement, je dis bien que c'est un paradoxe, c'est vraiment de l'amalgame et de la confusion que de dire je ne participe pas à des élections, mais j'ai mon mot à dire. Vous boycottez, vous n'avez pas de mot à dire. Vous ne boycottez pas, vous n'avez pas le droit de dire que nous devons sortir, avoir des temps d'antenne à la radio, nous devons avoir des temps d'antenne à la télé, alors que vous avez boycotté. Ceux qui ont participé à la course ont été traités de la même manière que les autres partis. Mais vous ne participez pas à une course, vous ne pouvez pas édicter des règles à une course à laquelle vous ne participez pas. Monsieur Dan, vous êtes député de Rosso? Oui, moi je vais seulement dire que, vous l'avez vous-même dit, un parti qui a fait campagne pour le non n'a pas fait recours. Il a fait des représentants dans les bureaux de vote, partout en Mauritanie, certainement. Comment se fait-il que d'autres qui ne sont mêlés ni de près ni de loin puissent introduire des recours? Mais je le répète encore, s'ils ont des preuves qu'il y a eu fraude qui peut remettre en cause le résultat, eh bien, on va l'accepter en tant que démocrate si la Cour constitutionnelle serait convaincue de leurs preuves. Nous allons accepter ce que ces gens-là, les décisions de la Cour constitutionnelle. Mais, je le répète encore, il serait plus beau que ces gens-là participent, contribuent et participent aux élections. Ils seront beaucoup plus écoutés en ce moment-là et les recours seraient beaucoup plus crédibles. Quelqu'un qui est absent de la scène, qui vient un bon jour tomber et faire des recours, je me demande comment on peut le justifier. Mais encore je le répète, si la Cour constitutionnelle est convaincue de ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils ont amené comme preuve, qui va les amener à remettre en cause le résultat, eh bien, on s'en tiendra, on va l'accepter. C'est tout. Cheikh Hanin, les citoyens ordinaires ont le droit de déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle? Naturellement. Mais quand même, il est quelque peu absurde, politiquement, logiquement et socialement, que les premiers intéressés à la cause ne fassent pas de recours et que des tiers le fassent. Le droit le permet, il semble les avoir fait. Je suis sûr que l'institution compétente, notamment le Conseil constitutionnel, jugera et déterminera le bien fondé des éléments avancés. C'est l'institution compétente en la matière
c'est elle qui dira et qui prononcera le droit en la matière. Mais quand même, logiquement, ça me semble quelque peu absurde. Par ailleurs, cela confirme tout simplement ce que j'avais commencé à dire tantôt, et pour lesquels nous sommes tous reconfortés. C'est l'état de droit, c'est la démocratie, tout ce qui est permis par le droit sera observé comme tel. Ce qui n'est pas permis par le droit également, il y a des arbitres indépendants qui prononceront le droit de façon tout à fait appropriée. C'est ce que j'ai à dire à ce propos. Quelle sera l'étape suivante après que la Cour constitutionnelle ait prononcé son verdict? Je crois qu'il y aura la promulgation. Bon, bien entendu, c'est l'étape suivante. Après la proclamation des résultats par la CENI et l'avis du Conseil constitutionnel, on va vers l'application de ces décisions référendaires, notamment la suppression du Sénat. Un nouveau drapeau va être implanté partout dans les édifices publics. Donc on va vers la promulgation de cette loi par un décret présidentiel qui va donc tout simplement déterminer les résultats de ce référendum. Donc on va vers l'application des résultats du référendum après l'avis du Conseil constitutionnel. Mais c'est pour dire tout simplement, pour rebondir un peu sur ce que M. Henin a dit, nous sommes dans un pays de droit et le Conseil constitutionnel est une instance indépendante. Comme j'ai à le dire, on ne peut pas présager des résultats. Nous sommes convaincus. Mais si demain, les recours qui ont été déposés par les tierces personnes ont apporté des preuves de l'irrégularité qui remettent en cause le crédit du référendum et que le Conseil constitutionnel accepte ces recours et invalide ce référendum, ça nous grandit. Ça démontre tout simplement la vitalité de notre démocratie, comme j'ai eu à le dire. Et ce ne sera pas la première fois que le Conseil constitutionnel s'oppose à une décision. Donc ça prouve tout simplement que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays où les institutions sont indépendantes et prennent des décisions selon leur âme et conscience. Il n'y aura pas de pression qui viendrait de n'importe quel bord pour permettre au Conseil constitutionnel de prendre telle ou telle décision. Il va prendre une décision libre, indépendante et souveraine, et qui fera objet de loi. Donc, mais de mon point de vue, je reste bien convaincu que la décision sera positive. Oui, M. Jean. Oui, par rapport à votre question, je crois qu'après la promulgation de ces décisions de ce congrès, de fin de ce référendum, il y a d'autres accords de dialogue qui seront mis sur la table, à savoir la CENI qui d'ailleurs termine son mandat. On doit procéder en tout cas à la mise en place d'une nouvelle CENI, procéder également à revoir les textes régissant le code électoral de la Mauritanie qui doit connaître un toilettage, ça fait partie des accords de dialogue. Et bien entendu, d'autres décisions comme les conseils régionaux, leur mode de fonctionnement et leur mode de mise en place d'élection seront vus. Et il y a d'autres problèmes aussi liés à la gestion, à la gouvernance économique et financière également, doivent être vus. Et voilà donc les choses en tout cas qui vont suivre. Pour le moment, ça c'est le premier processus, ensuite ça sera poursuivi. Les accords de dialogue seront mis sur la table. Le comité de suivi devra revoir ces problèmes et essayer de continuer pour mettre en application l'ensemble des accords du dialogue de 2016. Ça ne va pas s'arrêter ici. Non, c'est une partie seulement, c'est le début. Mais il y a d'autres choses qu'il faut voir parce que les accords de dialogue sont assez importants. Et également, bien sûr, la composition du Conseil constitutionnel, qui sera désormais de 9 membres au lieu de 5, et qui seront désignés par les trois seront désignés par les 3 premiers partis qui arriveront en tête
lors des prochaines élections législatives municipales. Tout ça, c'est des choses qu'il faut revoir, en tout cas, par la suite. Oui, après l'adoption, naturellement, il y a toute une feuille de route avec des points sortis du dialogue inclusif. Et donc, il sera question d'en suivre la mise en œuvre de façon progressive. Mais je voudrais quand même revenir sur cette question réitérée par rapport au recours. Nous avons dit tous pratiquement ce qu'il en est, mais je voudrais insister sur le fait que pour avoir mené campagne tambour battant, mais pour avoir suivi au peigne fin les déroulements transparents dans les zones respectives où il m'a été donné de me rendre, je suis parfaitement convaincu que les soi-disant recours seraient peu solides. Peu solides au regard de ce que nous avons observé concrètement et ce qu'ont observé également d'autres observateurs indépendants. Mais on est là, la Cour compétente, le Conseil constitutionnel se prononcera demain. C'est sûr qu'il prononcera le droit. Et je suis parfaitement convaincu que tout ce qui n'est pas solide, qui n'est pas suffisamment bien étayé, ne serait pas du seuil à être pris en considération. Et j'ai la parfaite conviction, au vu du suivi de terrain, du suivi très rapproché, il n'y a pas d'éléments étayants pouvant constituer des recours de taille. C'est ce que je voudrais préciser à ce niveau. Monsieur Abdoulaye Amadoussi, je rappelle, vous êtes député IPR, vous êtes d'Ambagne. Je voudrais que vous nous rappeliez un peu, bien que c'est déjà passé, quels sont les amendements, quelle était leur utilité, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de passer à ces amendements? Moi, je pense que ces amendements sont issus du dialogue inclusif. L'été dernier, l'IPR et les partis de la majorité, plus les partis de l'opposition, notamment le VIAM, l'APP et l'Arc-en-Ciel, ont convenu, après 15 jours de dialogue, sur une plateforme. Et sur cette plateforme donc, du dialogue inclusif, il y a quelques éléments qui sont proposés dans ce référendum, notamment la suppression du Sénat, les conseils régionaux, le regroupement, la création des conseils régionaux. La création des conseils régionaux, le regroupement de plusieurs institutions judiciaires en une. Pour ne citer que cela, le drapeau, l'hymne, etc. Et pendant la campagne, nous avons démontré l'importance de ces éléments pour le peuple mauritanien. Si on en vient au Sénat, le Sénat, c'est une chambre respectable qui a joué un rôle extrêmement important. Mais moi, en tant que député, je sais que l'existence de ces deux chambres n'était pas opportune, dans la mesure où ça retardait extrêmement l'adoption des lois. Une loi qui passe en première lecture à l'Assemblée, elle est adoptée, elle va au Sénat, le Sénat donne un avis contraire, par exemple, on est obligé encore de retourner dans une commission une commission paritaire pour voir s'il y a possibilité d'accord entre les deux chambres. Si on ne trouve pas
la loi revient à l'Assemblée pour une troisième lecture. Donc, parfois, ça fait 2-3 mois et c'est la fin de la session. Il faut encore attendre une autre session pour recommencer. Donc, ça ne fait que rendre lent la prise de décision. Nous sommes dans une situation où on veut aller beaucoup plus vite. Donc, la suppression du Sénat va permettre de légiférer beaucoup plus rapidement. Et le président de la République aussi l'a dit dans la campagne. Le Sénat nous coûtait très cher. Et imaginez, c'est depuis 10 ans que le Sénat existe. Certains sénateurs sont là depuis 10 ans. Ils n'ont pas été renouvelés. Donc, ils sont devenus anticonstitutionnels. Et ils ont coûté, le chef de l'État l'a chiffré, ils ont coûté à l'État pendant ces 10 ans plus de 16 milliards. Donc, c'est du gain en plus. Avec la suppression du Sénat, on va gagner de l'argent, le traitement, les voyages, etc. Donc, ça va nous permettre de gagner un peu plus. Les conseils régionaux, c'est dans le cadre de la décentralisation. Nous sommes, depuis les années 90, lancés dans une politique de décentralisation, à l'instar de tous les pays de la sous-région. Donc, nous voulons aller vers une décentralisation qui permette aux régions de se prendre en charge. Imaginez, une région, avec son budget, peut désormais décider de la création des institutions, des routes, de l'université, etc., etc. Tout était centralisé à Nouakchott. Mais on aura désormais, dans chaque région, des possibilités de planifier, des possibilités de budgétiser, et on aura une administration beaucoup plus proche des populations. Donc c'est dans ce cadre que moi je considère que la décentralisation doit être poussée à fond comme dans tous les pays de la région. Tous les pays qui nous entourent, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela, ont des conseillers régionaux, ont des conseillers régionaux. Donc je crois que c'est une bonne chose aussi que chez nous, qu'on fasse cela pour permettre tout simplement de rendre l'administration beaucoup plus proche des populations. Et pour les autres aspects, imaginez plusieurs institutions judiciaires. Chaque institution avec ses locaux, son administration, ses employés, ça nous coûte extrêmement cher. Si on arrive à le regrouper, ça va faire une économie financière, économie également dans le cadre des ressources humaines, de locaux, etc., etc. Donc, moi, je pense que tous ces éléments qui sont contenus dans ce référendum sont des éléments qui ont un grand bénéfice pour le peuple mauritanien. Pour le drapeau également, nous ne sommes pas le seul pays où la bande rouge est présente le drapeau. C'est effectivement un symbole pour penser à tous nos martyrs. C'est extrêmement important. C'est une très bonne idée de penser à tous nos martyrs, tous ceux qui ont versé leur sang pour ce pays. Ils sont nombreux. Parfois, quand les gens citent, ils parlent seulement de tel ou tel, mais l'histoire va être écrite. L'histoire de la Mauritanie doit être écrite. Il y a des aspects qu'on doit faire ressortir. Moi qui vous parle, je suis professeur d'histoire, mais je sais qu'il y a beaucoup de contre-vérités qui sont entachées dans notre histoire. On a besoin de réécrire notre histoire. On a besoin de repenser l'histoire pour tout simplement donner naissance à un homme mauritanien qui s'attache à son pays, patriote, conscient qu'il ne peut pas avoir d'avenir s'il ne connaît pas son passé. Donc nous avons besoin de réécrire notre histoire, nous avons besoin de... Les symboles dans une histoire, les symboles dans une nation, c'est extrêmement important. Donc dire que non, on n'a pas besoin, ce drapeau doit rester... Non. Il faut évoluer. Il faut que ceux qui ont versé leur sang, ceux qui sont morts pour ce pays, il faut qu'on pense à eux. Et donc la bande rouge, dans tous les pays du monde, le rouge est symbole de sang, est symbole de résistance. Les gens disent non, en Mauritanie, on n'a pas résisté. Non, c'est pas vrai, nous avons résisté. La résistance n'est pas seulement prendre les armes. Il y a des gens qui ont pris des armes, il y a une résistance intellectuelle, il y a une résistance culturelle. Nous avons bien résisté en Mauritanie. Et ce n'est pas l'objet de notre... J'aimerais bien qu'on nous invite un jour
pour parler de l'histoire de la Mauritanie, on le fera. C'est juste pour rappeler les amendements et leur utilité. Voilà. Moi, je vais dire qu'en ce qui concerne le drapeau, certains disent qu'elle n'a pas d'utilité, il n'y a pas un impact, en tout cas, direct sur la vie du citoyen. Mais au moins, pour une fois, on aura demandé aux Mauritaniens de se prononcer sur le drapeau. Nous avons un drapeau dont on ne sait pas. Est-ce que nos pères ont assisté et ont donné leur point de vue sur le drapeau qui était là depuis l'indépendance? Nous, au moins, nous avons eu de la chance de pouvoir nous prononcer sur le drapeau de notre pays. C'est déjà quelque chose. En ce qui concerne maintenant les conseils régionaux, je les vois mieux économiquement pour le développement du terroir. Depuis 60, c'est Nouakchott qui se développe. Les régions, on a parlé de décentralisation, les communes, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on va mettre des conseils régionaux. Ok, c'est bien. Dans la mesure où ces conseils régionaux seront dotés de moyens, nous permettant de travailler. Et ils seront un conseil qui sera élu directement par les populations. Et non pas désigné ni élu. Désigné. Ni nommé. Mais un conseil régional élu par les suffrages directs des populations. Et ensuite, il faudrait, pour que ça soit utile, il faudrait qu'on crée ce qu'on appelle des zones de développement dans chaque région. Et faire ce qu'on appelle une discrimination positive pour que l'investisseur puisse investir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire aux sociétés, allez-y, installez-vous dans les régions, sans des mesures d'accompagnement pour motiver les hommes d'affaires à investir dans des zones. Par exemple, en réduisant leurs impôts, en réduisant les frais d'État. En tout cas, il faut que l'État contribue réellement pour que ces conseillers régionaux jouent leur rôle. Et cela ne peut se faire que par motiver les hommes d'affaires à aller investir dans les régions pour faire travailler les enfants du terroir dans leur terroir. Sinon, je vais les voir comme les communes. Je vais voter, je suis d'accord, mais il faut que ça soit bien encadré, bien suivi et bien réfléchi pour qu'ils puissent donner des fruits et répondre en tout cas à l'appel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, nécessairement. Par rapport aux institutions, c'est une multitude d'institutions. Si aujourd'hui on récap, on compresse, on crée une seule institution pour que l'ensemble, pour prendre les prérogatives de ces trois autres institutions, eh bien, c'est économiser de l'argent pour le peuple. C'est économiser de l'argent pour le citoyen. Et donc, c'est important. Voilà en gros, en tout cas, comment je vois que ces réformes peuvent en tout cas aider, peuvent être utiles au peuple mauritanien. Voilà. C'était juste Très bien, M. Adeli. Oui. L'importance des réformes constitutionnelles, le plus éloquent est qu'elles ont été votées à plus de 53% par le peuple mauritanien. Cela traduit l'importance de ces réformes. Mais surtout à travers ces réformes, je voudrais quand même profiter de votre antenne pour saluer la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a toujours placé le dialogue en premier plan. Le dialogue est le meilleur mode démocratique. C'est le meilleur instrument pour réduire les écarts entre les différents points de vue des acteurs politiques du pays face aux défis. Donc le dialogue, la ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, d'y avoir toujours insisté, c'est quelque chose de salutaire. Et comme fruit, tout à l'heure,
les honorables députés l'ont précisé, après le dialogue inclusif de septembre et octobre, le dernier, auquel ont participé la majorité, les partis de la majorité présidentielle, les autres partis donc de l'opposition qui a opté pour le dialogue, la société civile, les organisations patronales, les organisations syndicales, les milieux de culture et de savoir en Mauritanie, toutes les sphères vives de ce pays ont participé largement à ce dialogue. Et au jour du dialogue, il n'y a pas de problème qui n'ait pas été posé sur table. Tout a été discuté véritablement, sincèrement et patriotiquement. Tous les points qui pouvaient être imaginables et qui pouvaient être soulevés par l'opposition radicale ont été de fait mis sur table et discutés âprement. Et les conclusions du dialogue ont été que l'écrasante majorité du peuple mauritanien était partant pour ces réformes constitutionnelles. Or, les réformes constitutionnelles, je peux schématiquement et rapidement les synthétiser sous une tenace volonté de rationaliser les moyens, de rationaliser les structures pour mieux servir le citoyen mauritanien. L'approche rationnelle d'évaluer après un temps déterminé du fonctionnement d'institutions constitutionnelles données est quelque chose de tout à fait normal. On évalue. On voit s'il est mieux de continuer comme ça ou s'il faut plutôt rationaliser. Et je crois que c'est l'orientation de rationalisation qui a prévalu et c'est mieux, pour les raisons qui ont été évoquées. Par rapport maintenant, c'est toujours la rationalisation qui permet désormais de se suffire d'une seule institution dont les rôles étaient enchevêtrés avec celles qui seront supprimées pour que toutes ces institutions jouant pratiquement des rôles très rapprochés puissent désormais être confinées dans l'institution que va représenter le Conseil de Mawalim, de Vetawi et le Mawalim. Donc, tout cela procède d'une volonté de rationaliser et d'orienter les gains par ailleurs vers des projets structurants, vers des projets de développement pour améliorer le bien-être social et améliorer le bien-être social et économique des citoyens mauritaniens. Bien entendu, les conseils régionaux, je voudrais seulement rassurer l'honorable député que le rôle attendu et les dispositions déjà prises vont assurer que les conseils régionaux fonctionnent justement de la manière que vous avez expliquée pour que demain, ils soient de véritables supports de développement à la base. Pour développer justement les pôles de développement au niveau régional, les pouvoirs publics ont déjà pris les mesures d'incitation nécessaires à travers une révision du Code des investissements pour promouvoir, encourager et faciliter l'orientation des investisseurs vers les régions, vers l'intérieur du pays. Il y a déjà eu la création de pôles de développement au niveau de Hod. Cela se poursuivra en fonction des potentiels que représenteront les régions et en fonction des avantages que dont ces régions recevront et qui vont permettre donc de créer justement de véritables structures qui vont améliorer et contribuer au développement
à la base. Bien sûr, ils seront élus. Les conseils régionaux seront élus. Donc, à travers ce qui sera mis en place, c'est quelque chose qui va approcher les services des populations, qui va fixer les populations dans leur terroir, qui va sécréter et générer des projets de développement en fonction des particularités de la région, pour donc développer des productions locales, pour insuffler et améliorer l'emploi, autant de facteurs positifs pour lesquels véritablement on a hâte de voir mis en place ces conseils régionaux. Oui. Je voudrais poser, monsieur le député, vous êtes des élus. Par exemple, au niveau d'Mbagne, on peut avoir le député d'Mbagne, le maire d'Mbagne et le président du conseil régional d'Mbagne. Ça fait un peu trop. Dites-moi, est-ce que vous ne craignez pas? Je sais que le rôle du député est clair, mais entre les conseils régionaux et les maires, il peut y avoir un chevauchement ou une certaine confusion au niveau des rôles. Non, le conseil régional n'est pas... Mbagne, c'est un département. Le conseil régional, c'est au niveau de la région, c'est au niveau de la région. Au niveau d'Alep. Oui, par exemple. Et le conseil régional sera élu au suffrage universel, comme l'a dit Henny. C'est au niveau de la région. La région, de la wilaya. un exemple, par exemple. Quand on entrera dans l'élection des conseils régionaux, les partis vont postuler. L'UPER va avoir sa liste. La liste de l'UPER va être constituée par des députés d'Alep, par des conseillers d'Alep, de Mokhtar Hajar, de Mbagne, de Bogué, de Bababé, de tous les départements. Ils vont constituer un conseil régional. Et ce conseil régional a pour rôle de gérer, d'orienter, de développer la région, pas le département. Mbagne a un maire, ça c'est local. C'est au niveau local. C'est au niveau local. L'autre, c'est au niveau régional. L'autre, c'est au niveau régional. Et le député, vous connaissez son rôle, c'est de légiférer. Je crains qu'il y ait un chevauchement entre le rôle du maire et celui du président du conseil régional. Non, pas forcément. Pas forcément, il n'y a pas de chevauchement. Chacun a un rôle qui est défini par les textes. Par le texte. Vous savez, il y a des députés qui pensent que le rôle du député, c'est d'aller dans les ministères pour poser le problème des communes. Mais si le député le fait, que fera le maire? Pour le développement local, c'est le maire. Pour le développement local, c'est le maire. Le député, c'est pour une question nationale. Il est là pour légiférer. Si le maire pose un problème et qu'il n'arrive pas à résoudre, il peut contacter le député pour pousser plus loin au niveau national. Mais nos collègues, certains, ne connaissent pas exactement le rôle qui leur est dévolu. Ils sont là pour poser le problème de la commune, pour poser alors le maire est marginalisé. C'est ce qu'il faut éviter. Et dans le conseil régional, le maire de la localité, il s'occupe du développement de sa localité. Alors que le conseil régional se situe un peu, c'est comme le wali avec le hakim. Le hakim et le wali ont des rôles complémentaires. Donc ils ne vont pas avoir ils vont se compléter. C'est à travers le plan de développement local de la commune que le conseil régional va comprendre quels sont les besoins de cette commune. Et les priorités. Chaque commune a son PDC, plan de développement communal. Mais si, par exemple, dans ma commune, nous avons la priorité 2 forages, 3 forages, le conseil régional va comprendre donc cette mokhata a des priorités, et ces priorités s'étendent. Donc, dans notre budget, nous allons prévoir ça dans cette localité. Donc, au lieu de se chevaucher, au lieu de s'opposer, ces structures vont se compléter. Il y aura une complémentarité entre les structures. C'est Jean, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi, avant de truc, je vais rebondir dans le sens avec. J'ai un peu parlé à mon ami Amadou. Je ne suis pas je suis pas d'accord avec lui quand il dit que le député ne doit pas poser le problème sur le département. Non. Non, laisse-moi continuer. Non. Le député a un rôle, il légifère. Mais aussi, il pose les problèmes de son département. Il y a des problèmes qui ne dépendent pas du maire. Il y a des problèmes du département qui ne sont pas, dont le maire n'est pas responsable. Et là, le député doit pouvoir sensibiliser le pouvoir, sensibiliser les décideurs sur les problèmes posés au niveau de son département. Pouvez-vous nous donner des exemples? Et par exemple, je vais vous donner un exemple chez moi, à Rosso. Oui, par exemple. Nous avons une route
Ouari qui a été construite par le programme de développement urbain, réalisé par une entreprise qui s'appelle Covec. De la ville de Rosso. Oui. Que le maire n'a jamais réceptionné. Parce que c'est pas bien. Est-ce que le député n'a pas les prérogatives d'aller... Le maire est député également. Non, le maire est député en même temps. Mais c'est un député, quoi. Il peut le poser comme un député peut le poser. Nous sommes deux dans le département. Nous sommes deux députés. Nous avons un député et un maire. Certes. Mais l'autre député peut poser les problèmes de la commune de Rosso, de la voie de Rosso, dont le maire n'a pas réceptionné. Ce problème, c'est un problème du département. Oui. Le maire a refusé de réceptionner parce qu'il n'est pas bien. Et ça s'en arrêté là. Mais le député peut sensibiliser le ministre, peut sensibiliser le décideur pour que ce problème soit revu et réparé pour que le maire réceptionne sa route en ce moment-là. Voilà par exemple un truc. Le problème de... Quand, par exemple, dans le département de Rosso, il n'y a pas de... on fait l'agriculture. Admettons. L'avion ne décolle pas pour traiter les oiseaux. Ce n'est pas la fin du maire, ça. Le député peut sensibiliser le ministre concerné pour que l'avion traite le département, les périmètres du département. Donc, quand on dit que le député ne doit pas poser le problème du département, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, je veux revenir sur le problème de chevauchement. Ça dépend des textes qui seront mis en place. Déterminer les rôles de chaque institution. Le maire, voilà vos prérogatives. Les conseils régionaux, voilà vos prérogatives. Le Wali, voilà vos prérogatives. Et c'est clair. Je crois qu'il peut ne pas avoir de chevauchement dans le truc. Et conflit de compétences, je crois que ça peut... Si les textes sont bien rédigés, bien réfléchis, bien étudiés, je crois que ça pourra en tout cas empêcher à ce qu'il y ait des chevauchements ou des conflits de compétences entre le député, le maire et le président du conseil régional éventuellement. Avant de donner la parole à M. Mohamed, il faut que je permette à M. Sissi de préciser ce qu'il voulait dire. Merci. Voilà. Donc, je ne dis pas à M. Diagne que le député ne pose pas les problèmes de son département. Non, je dis qu'il ne pose pas les problèmes de la commune. Nous avons vu des députés qui prennent la place du maire. Ils sont là, nous avons besoin d'un puits dans ce village, nous avons besoin de ceci. Je dis bien que le développement local, la porte d'entrée dans une commune, c'est le maire. Donc, si vous avez parlé de la voirie de Rosso, le premier concerné, c'est le maire. Il n'a pas accepté de réceptionner. Oui. C'est son droit, parce qu'il n'a pas confiance aux travaux qui ont été faits. Mais, je dis bien que s'il y a un problème qui dépasse le maire, il contacte son député. Le maire vous informe. Vous, en tant que député, vous posez le problème au niveau national. Monsieur Hani, nous arrivons à la fin pratiquement de notre émission. Très bien. D'abord, je voudrais dire que l'essentiel dans tout cela, c'est que les pouvoirs publics en Mauritanie ont pris l'option de renforcer le développement à la base. Ils partent d'un constat où étaient en jeu déjà les communes au niveau local. C'est sûr que les textes en cours de préparation et les modalités qui seront déterminées par rapport aux conseils régionaux seront étudiés de manière à créer les meilleures conditions de synergie pour accélérer le développement à la base. Il n'y aura pas d'enchevêtrement, il n'y aura pas de rôle confondu, mais il y aura des rôles qui seront déterminés le moment venu, et ce sera plutôt un développement de synergie pour mieux catalyser le développement à la base et non les redonnements. Puisque, quand même, à travers les modifications constitutionnelles, nous avons vu la rationalisation au niveau de certaines institutions. Là, ça sera également une rationalisation, mais surtout la mise en place de structures de proximité qui sont là pour fixer les populations dans leur terroir, pour créer les conditions de développement à la base, pour sécréter une véritable dynamique de production, d'emploi et de développement. Donc, nous restons optimistes que les textes, la réglementation qui va donc les régir sera suffisamment bien élaborée pour que
tout cela soit pris en considération. Donc nous sommes presque à la fin de l'émission. Si, messieurs les députés, vous avez un mot à dire à la fin de cette émission. Bon, merci donc pour cette invitation. J'appelle tout simplement le peuple mauritanien à persévérer dans la voie de l'unité, dans la voie du progrès, pour relever le défi immense auquel on fait face. Ouais, moi, je vais seulement dire au peuple mauritanien, encore une fois de plus, merci pour sa maturité. Et j'en appelle à notre opposition à ce qu'elle comprenne que de la concertation jaillit la lumière. Il faut qu'il accepte de se mettre autour d'une table avec tous les Mauritaniens, toutes les sensibilités, pour discuter des problèmes de la Mauritanie. La chaise vide ne paye pas. Elle ne payera jamais en politique. Il faut participer, mettre la main dans la pâte avec tout le monde, trouver un consensus pour que la Mauritanie décolle en paix, dans la stabilité et le développement. Voilà en gros ce que je veux dire. Merci, M. Yadali. Moi, je pense que la Mauritanie a besoin de tous ses fils. Des chantiers suffisamment intéressants qui ont apporté déjà des fruits extrêmement importants sont là. Il faut se rassembler pour raffermir le développement économique et social de la Mauritanie. La Mauritanie a besoin de tous ses fils. Il faut que tous les fils de la Mauritanie mettent de la main pour construire la Mauritanie. L'histoire sera particulièrement rude et difficile à l'égard des fils de ce pays. Il faut que chacun s'y mette de son corps et de son âme, puisque la Mauritanie a besoin de nous tous. Merci. Néanmoins, s'il reste encore quelques frères et sœurs qui sont au diapason, les mains restent tout à fait ouvertes pour que la Mauritanie, l'élan pour la Mauritanie et le développement de la Mauritanie soit le maître mot. Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie donc mes invités qui, je vous rappelle pour mes chers téléspectateurs, sont M. Abdoulaye Amadoussi, qui est député UPR, M. Ahmed Amar Djan, qui est député Louis-Am de Rosso, et M. Mohamed Oulhani, qui est secrétaire général adjoint de l'UPR. Chers téléspectateurs, bonsoir et bonne continuation sur les émissions de Mauritanie.